Bonjour à tous, content de vous retrouver pour un nouveau numéro de Attention Pépite. Alors d'habitude je dois expliquer ce que fait la société, quand je donne le nom, on me fait répéter deux fois, mais là cette fois-ci je pense que c'est une société que tout le monde connaît. C'est quand même un avantage, hein. Stéphane, merci d'abord d'être venu. Stéphane Piat, tu es le directeur général Tout à fait, Marc. Ouais. de Carmat. Je n'ai Ouais. pas dit le nom, mais Carmat, donc vous voyez ce que c'est. Si je demande, je pense à 90%, 95% des gens qui nous regardent, et même ceux qui ne nous regardent pas, je pense qu'ils sauront ce que c'est. C'est quand même un avantage énorme déjà, d'avoir une notoriété qui est aussi forte, parce que dans les pépites ou les small caps qu'on reçoit ici, bah, déjà la difficulté c'est de se faire connaître. J'ai envie de dire, toi tu n'as pas ce problème déjà. Bon, tout à fait. Alors, des fois, l'héritage peut être pesant. Oui. Donc, je pense que ça dépend des points de vue. Et c'est toute la question quand on évalue une pépite. C'est savoir quel est le potentiel de cette pépite. Donc, oui, en effet, Carmat, c'est très connu. C'est très connu. Et puis, bon, oui, tu as raison, il y a des hauts, des bas dans toutes les sociétés, surtout dans les startups. Enfin bon, tu es quand même porteur d'espoir. C'est-à-dire qu'on espère que ce que tu fais va marcher pour nous, pour notre santé. On est peut-être allé un peu trop loin, trop vite. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce que vous faites? Et puis ensuite, on prendra le temps d'expliquer à quel stade tu en es, puisque bon, on parle de start-up, mais ce n'est pas tout à fait une start-up nouvelle. Vous êtes introduit en bourse en 2010. Il y a déjà un historique. Toi, tu arrives en 2016. Tu as repris les choses un peu en main. Dis-nous déjà ce que tu fais aujourd'hui. D'accord. Bon, bah, alors, Carmat, c'est assez simple, hein. On est de mieux en mieux soigné. On meurt de plus en plus tard. Et donc, la première cause de mort aujourd'hui, c'est plus le cancer, c'est l'insuffisance cardiaque avancée. Donc, ça veut dire le cœur, la pompe qui s'arrête de battre. Et pour ça, il n'y a pas beaucoup de solutions aujourd'hui. Bon, on peut accompagner les patients le mieux possible, le plus longtemps possible avec des médicaments. Les thérapies médicamenteuses sont de plus en plus, je dirais, efficaces ou de plus en plus longtemps. Mais à un moment donné, le problème mécanique ne peut pas être résolu avec les médicaments. On est dans la mécanique là. On est dans la mécanique. Ouais, c'est de Il y la a, plomberie quoi. il y a plusieurs problèmes, il y a conduction, il y a 10 problèmes différents, etc. La pompe ne marche plus et les médicaments ne sont plus efficaces. Donc c'est un moment où on parle de centaines de milliers de patients. Et je pense que la question légitime, c'est de dire pourquoi on traite ces patients-là. Parce que nos grands-parents sont morts Bien sûr. de leur belle mort, un infarctus aigu. Maintenant, on a mal au bras, on va dans un hôpital à Paris, en 15 minutes, on va se faire voir, enfin on va se faire diagnostiquer, pardon. Et au bout d'une heure, on aura un stent, tout va bien. Après, on a remplacé les valves. Et après les valves, c'est la pompe. Et c'est des centaines de milliers de gens qui meurent tous les ans. Alors, Carmat, le but, et c'était l'idée d'Alain Carpentier qui était très visionnaire, qui est visionnaire, c'est quelqu'un qui a révolutionné la chirurgie avec l'invention des valves, mais le cœur artificiel, je pense, il a été visionnaire vraiment très tôt parce qu'on ne mourrait pas d'insuffisance cardiaque, on mourrait d'artères ou de problèmes d'artères ou de problèmes de valves. Et très tôt, il a dit, mais le jour où on soignera mieux les patients, il y aura l'insuffisance cardiaque. Et là, on ne saura pas quoi faire. Et il avait raison. Bon, la bonne nouvelle, c'est que tu nous dis que tout le reste, pour l'instant, il y a quand même des choses qui existent. Tu vas participer toi-même. Alain a participé lui-même à ça. Oui, tout à fait. Et donc aujourd'hui, on arrive, j'ai envie de dire, au cœur du problème. Ben, à un moment donné, on soigne les artères, Voilà. après on soigne les valves, Voilà. et après c'est l'enveloppe qui ne marche Voilà. plus. Donc le but, c'est d'être une destination, une thérapie définitive, donc c'est mettre le cœur pour toujours. Alors moi, j'ai un peu, on a un peu changé, pas changé la stratégie, mais on a ajouté une étape. On a ajouté le pont à la transplantation, qui n'était pas l'idée il y a 30 ans, quand Alain Carpentier a commencé. Parce que pour pouvoir implanter quelque chose pour une longue durée, il faut prouver qu'elle peut durer longtemps. Et ça n'existe pas en recherche. Il faut commencer avec des données de court terme et après aller sur le long terme. Donc on en est où? Donc on essaie de convaincre les centres aujourd'hui d'utiliser pour le pont la transplantation, pour faire attendre les patients les plus jeunes qui ne peuvent pas avoir un greffon. Mais ça, c'est juste pour faire de l'expérience et faire du chiffre d'affaires, pour nous accompagner jusqu'à la profitabilité sans devoir demander trop d'argent au marché. Ça, c'est le premier point. Mais l'idée, c'est d'être thérapie définitive, c'est de mettre le cœur pour toujours. Et ça sera lié à la fiabilité. Aujourd'hui, le profil de fiabilité, il est supérieur à 85% à un an. Alors, ça peut choquer des gens, mais les implants cardiaques ne fonctionnent jamais à 100%. J'imagine. Et on n'a pas de complications cliniques. Donc, on a un profil, je dirais, de sécurité qui est bon. Mais je pense qu'avec les travaux qu'on fait aujourd'hui, on va arriver très rapidement à un profil de sécurité très haut. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir arriver
à faire les études de thérapie définitive et des approbations dans les années à venir. Alors, pour les gens qui ne nous connaissent pas ou qui ne te connaissent pas, qui connaissent de nom, qui ne connaissent pas, donc tu as un produit. C'est-à-dire, nous, on parle hardware, software. Tout à fait. Tu as quoi? Tu as du hardware, tu as du software, tu as la mécanique. Tu as prononcé le mot de mécanique tout à l'heure. Le produit, c'est quoi aujourd'hui? Alors, le produit, il est, en fin de compte, ce qui s'est passé, et on a été beaucoup plus vite que les autres déjà. On est la seule solution aujourd'hui en Europe et on est la plus prometteuse parce qu'on n'a pas d'événements cliniques liés à l'utilisation du produit. Le seul talon d'Achille, c'est la fiabilité qu'on est en train de résoudre au fur et à mesure que les mois passent. Et ça a été l'intelligence d'Alain Carpentier qui était très exigeant envers lui-même et envers les autres. Donc, ce qu'on me raconte, quand il a commencé l'histoire, c'est qu'il a dit « Moi, je m'en moque de ce que font les autres. Le cœur américain, c'est nul. Ce que les autres pensent, c'est nul. Moi, je veux la perfection. Moi, je veux un cœur qui ressemble à un cœur et qui fonctionne comme un cœur. » Donc, il a dit aux gens de Matra « Vous me trouvez une idée qui va vraiment, si vous voulez, copier le fonctionnement d'un cœur humain. » Donc, ça veut dire un battement qui varie selon l'activité. On est la seule machine au monde entier qui fait varier l'output cardiaque en temps réel. Donc, si tu te lèves, tu vas marcher, eh ben, tu vas recevoir plus de sang. Si tu t'assieds, tu vas recevoir moins de sang. Quand tu dors, tu reçois moins de sang. Après, ce qui a été notable, c'est que tout ce qui a été fait avant, les pompes, etc., elles ont des problèmes de biocompatibilité. Donc, il faut mettre de l'anticoagulation pour éviter qu'il y ait des thrombus qui se créent. Donc des thrombus qui peuvent migrer dans le cerveau, notamment, et avoir des AVC. Donc nous, on n'a rien de tout ça. Pourquoi? Parce qu'Alain Carpentier, qui a inventé les valves, donc fort de son expérience avec l'utilisation des tissus bovins, il a voulu qu'on recouvre. Alors on est les seuls à savoir le faire et ça a été très long. Moi, quand je suis arrivé, on a mis un robot en place. On avait un rejet, enfin, on jetait 95% des pièces. Donc c'est une des premières choses qu'on a faites quand je suis arrivé, mettre des robots. Et donc, on a un produit hautement biocompatible, ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'anticoagulation ou très peu. Et là, on va publier des choses là-dessus, très bientôt, notamment sur l'antiplatelet, l'aspirine, et également sur les basses doses d'anticoagulants. Et on n'a pas de thrombose. Donc ça, c'est quand même exceptionnel. C'est-à-dire que c'est un produit dont on peut attendre zéro complication clinique. Et ça n'existe nulle part ailleurs. D'accord. Donc notre seul challenge, parce qu'on est parti d'une clinique très performante, c'est comment on y est arrivé, pour répondre à la question. Et on y est arrivé en mettant ensemble une machine qui est, je ne veux pas dire complexe, sophistiquée. J'imagine. Pour être positif. Bon, on espère. On utilise la carte électronique de missile. OK. Qui baigne dans un environnement qui n'est pas le sien. Une carte électronique, normalement, c'est dans l'air ambiant. Là, c'est dans l'huile de silicone, où il peut y avoir de l'humidité. On a des pompes volumétriques qui viennent du design des hélicoptères. Tout ça fait en sorte qu'on a, quand le cœur fonctionne, c'est ce que je dis dans les congrès quand on m'invite à parler, « when it works, it works ». Alors, ça sonne mieux en anglais, quand on le traduit, quand ça marche, ça marche. Bon, c'est logique, mais en anglais, ça veut dire autre chose. Le works et works, c'est pas la même chose. Quand ça fonctionne, ça marche très bien. Et c'est exactement ça. Cette pompe, quand elle n'aura quasiment plus de problème, ça sera une arme redoutable. On le voit avec les patients qui ont été traités jusque maintenant. Ils vont très bien. En bout de 2 jours, ça va beaucoup mieux. Ça dépend de l'état dans lequel on les prend également. Bien sûr, évidemment. Mais c'est une machine qui est redoutable et qui peut faire tout. On peut prendre des patients avec des résistances pulmonaires. C'est une machine qui est très puissante, qui a un gros potentiel. Donc on a une machine, on a du hard, on a du soft, c'est un mélange de tout ça, hein, c'est ce que tu viens de m'expliquer. Aujourd'hui, dans l'esprit des investisseurs, dans l'esprit des gens qui s'intéressent aux biotech, je ne parle pas de ceux qui ne s'y intéressent pas, on sait qu'on a différentes phases dans les développements de produits. Vous en êtes où? Bon, là, tu as annoncé fin octobre 7 implantations, je crois. Oui, ça se voit. Voilà. Donc aujourd'hui, vous en êtes à quelle phase en fait? Là, on commence à avoir des implantations régulièrement, chaque semaine. Ouais. On voudrait en faire plus. Et le sujet, alors c'est un sujet très compliqué. Alors, bon, c'est ma vie. J'ai eu la chance de développer des thérapies très importantes. Et j'ai toujours la pression du management, parce qu'on doit faire un plan au début, non? Parce que pour avoir des sous, un budget, il faut dire on va faire comme ça. Et le sujet, c'est la magie du point d'inflexion. C'est quand va arriver le fameux point d'inflexion. Donc, il est clair qu'on se casse les dents. C'est certainement dû au fait que les hôpitaux sont moins bien organisés qu'il y a 7-8 ans. C'est clair que le Covid a laissé des traces. Les gens sont partis. Il y a moins de ressources. Je pense que l'adoption de nouvelles thérapies est beaucoup plus compliquée. Et il ne faut pas se leurrer.
un programme comme Carmat, c'est pas une injection, c'est remplacer un organe important. On imagine. Ouais. Et donc, il faut du temps. Donc, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'on a plus de 40 centres, je crois, qui sont entraînés, donc prêts à partir. Et maintenant, on sait quand ils font un premier implant, ils en font un souvent rapidement après. Donc ça, c'est déjà un très bon signe. C'est un bon signe. On sait quand ils démarrent, ils recommencent. Voilà. Maintenant, le truc, c'est comment on casse la glace. Et c'est là où ça prend plus de temps. Comment vous avez plus de centres de passer du training au premier cas. Okay. Là, aujourd'hui, on est mardi. On a 4 cas identifiés dans 4 centres allemands différents, dont le plus gros centre allemand. Et maintenant, ils sont d'accord, les patients sont d'accord, c'est quand on va les faire. Donc c'est une grosse machine parce que je pense qu'il y a une grosse appréhension. Et l'important pour nous, c'est de casser la glace. Et je pense qu'une fois qu'on aura démarré partout, ça va nous assurer une plateforme de business assez stable. Aujourd'hui, on parle sur les implantations qui ont été faites. Quel est le bilan ? Alors, le bilan, c'est que... Combien il y a eu d'implantations qui ont été faites à peu près ? Tu as un chiffre en tête ? Alors, en tout, oui. Depuis le début de l'histoire, c'est 44. Et le but maintenant, c'est qu'on ait le point d'inflexion. Bien sûr. On a fait surtout des études. Il y a eu des stop and go, ce qui est normal. Sur les 44, donc, c'est quoi le bilan aujourd'hui ? C'est compliqué parce qu'il y avait beaucoup de phases. Il y avait le produit, comme il est né, le First Imen avec 4 patients. Le premier, j'étais pas en France, mais il est mort très vite d'une défaillance de produit qui a changé. Donc, si on prend tout, je pense que c'est très compliqué de faire l'amalgame. D'accord. Récemment, on a fait plusieurs passes. On a fait, j'ai plus d'une dizaine en quelques mois. On a eu 3 transplantations. On a eu un problème technique et pour le reste, tout va bien. Et tous les patients sont en train de reprendre lentement le cours de leur vie. Donc, c'est très compliqué. Je pense c'est important. Excusez-moi, oui. je t'arrête 2 secondes. Oui. Là, tu es en train de me dire qu'il y a des patients dans lesquels il y a eu une implantation, oui. Qui sont aujourd'hui avec le cœur Carmat, oui, bien sûr. Et qui vivent normalement. Qui vivent normalement en attente de notre indication, tout à fait. Donc, c'est des gens qui sont à la maison. Donc, on a fait des patients en Italie, en Allemagne. Donc ça marche, il est implanté et il permet à des gens de vivre. Le fait que ça marche, nous, il y a des années en arrière. Il permet à des gens de vivre, c'est ça. Bien sûr, on avait une personne de 74 ans à Prague qui ne respirait plus depuis des années et qui a été sous Carmat pendant 25 mois. Et quand il est mort d'un cancer, il ne voulait pas lutter, faire de la chimio à son âge. Donc, la décision du staff médical et de la famille, c'était d'arrêter le traitement. Et on a arrêté la pompe. Quand on a extrait la pompe, on sait que la pompe, quand elle est bien faite, c'est là la difficulté, c'est de maîtriser les process, elle peut durer des années. Maintenant, il faut qu'on arrive à ce que toutes les pompes qu'on produit y arrivent. Mais quand le produit, ce que je disais, est en fonctionnement, mais les patients, c'est juste incroyable. Nous, on a eu beaucoup de patients avec qui on a lutté parce qu'ils ne voulaient pas être transplantés. Notamment le patient qui est sur la vidéo BBC sur notre site. C'est un patient de 30 ans qui a été le jour de ses 30 ans à Lille, à l'hôpital, il y a 3 ans, je me rappelle bien. Il n'avait jamais été à l'hôpital de sa vie. Et là, on lui dit au bout de 2 heures, il faut changer votre cœur. Donc ça, c'est quand même le choc. Et c'est un patient qu'on suit beaucoup, avec qui on s'entend bien. Et lui, typiquement, puis après, il est repassé sur une autre chaîne pour le post-transplantation, après Carmat. Et c'est un patient qui ne voulait pas être transplanté. Il dit, je suis déjà passé sur la table, je suis très bien maintenant, et moi, ça me va très bien, Carmat. Et le médecin lui dit, vous avez 30 ans, écoutez, c'est mieux de mettre un cœur aujourd'hui. Alors, ce n'est pas la panacée, le cœur, parce qu'il y a le rejet, les médicaments, mais bon, c'est quand même mieux aujourd'hui. Maintenant, si un jour, et j'en suis convaincu, il y aura un Carmat qui dure des années sans problème, la machine est sûrement supérieure en performance à un organe humain, parce que la machine, on peut la piloter, on sait ce qui se passe et on lui fait faire ce qu'on veut. Donc c'est un formidable espoir. Alors, on va revenir, excuse-moi, parce que c'est une émission qui tourne autour de la bourse, on va revenir à votre histoire boursière. Alors, on comprend très bien que c'est une société qui a besoin de lever des capitaux. C'est quand même essentiel, vous vivez de ça, vous faites du chiffre d'affaires déjà ? Oui, on commence, bien sûr. Vous commencez à en faire, vous avez des prévisions de chiffre d'affaires, on est encadré par l'AMF et autre chose. Tout à fait. Pas de prévisions qui ne sont pas publiques, mais vous avez des perspectives de chiffre d'affaires qui sont importantes. Cette année, l'idée, c'est de casser la glace, break the ice, donc c'est commencer les centres. Donc on a dit, on espère faire grosso modo 5-4 millions cette année. Et l'an prochain, c'est là où tout le monde aura démarré. On pense vraiment commencer à avoir un chiffre d'affaires plus important. D'accord ? Ta difficulté, j'imagine, ta difficulté entre autres par rapport à tes difficultés
concernant le produit et évidemment de développement. La difficulté, c'est le financement. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire à des actionnaires? Parce qu'il faut être patient. Ouais. Il faut être patient. Tu as besoin de lever. J'imagine qu'on ne vise pas de point mort avant, je sais pas. 2027, c'est ce qu'on a annoncé. Donc c'est pas non plus dans 20 ans. Alors, quand on planifie, moi, quand je suis arrivé, bien sûr, comme je faisais dans les gros groupes où j'ai travaillé, on planifie toujours le succès. On va pas faire ce plan pour une fête. Donc, on avait commencé en disant, bon, on va investir, on va aller vite. Ce qui s'est passé, mais on a eu des aléas, comme d'habitude. Et donc, le vrai changement de stratégie aujourd'hui, pas de stratégie, de tactique, parce que la stratégie, c'est la même, c'est la destination. C'est de contrôler, étant donné que ça a été plus long que prévu, étant donné également le manque d'appétit des marchés en général et en plus, en l'occurrence dans la santé. Donc, on est en train de travailler pour vraiment faire un effort monstrueux. Ça va nous demander de prioriser, bien sûr, sans, bien sûr, éliminer ce qui est essentiel. Donc, on l'annoncera en janvier, on l'avait déjà dit de toute façon, on va vraiment baisser le cash burn d'une manière assez forte. Drastique. C'est la vie et je pense qu'aujourd'hui, ça s'impose à nous. Premier point. Et on pense que ce qu'on ne contrôle pas, la top line, ça va arriver parce que les signaux sont positifs. Bon. Donc maintenant, au niveau de l'investisseur, moi-même, je suis investisseur. Tu es actionnaire, toi, de Carmat. Avant que j'arrive de chez Carmat, je crois que j'avais investi pour mon patrimoine qui était limité. On parlait de plusieurs centaines de milliers, que j'ai jamais vendu. Mon PRU, c'est 74. Alors, je ne vais pas dire que je vais le retrouver demain matin. Il faut que je sois honnête avec les gens. Mais, et d'ailleurs, j'en avais racheté après. Non, mais c'est important de dire que tes intérêts sont alignés avec ceux des actionnaires. Ah, mais de toute façon, quand on fait des panels… C'est pas toujours le cas dans les biotech. Quand on fait des panels, je suis tranquille, j'ai mon téléphone pas loin. J'ai la position Carmat, j'ai le pourcentage en rouge, donc je le montre aux actionnaires. C'est important. Moi, je suis dessus. Comme ça m'est arrivé de vendre un peu d'actions, de mes actions, mais quasiment rien, et j'aurais pu vendre au marquage chez eux, c'était à 35 des tonnes. J'ai jamais rien vendu dans les très bons moments. Donc moi, je suis, à part le produit en lui-même, j'y crois d'une manière comme l'équipe, sans limite. Et pour l'actionnaire, je pense que le problème, c'est le mode de financement. Moi, je n'étais pas en France, et aux États-Unis, ça n'arriverait jamais. Il y a eu un engouement dans les années 2010, parce que comme il n'y avait pas de capitaux privés, c'était de lancer des pépites sur le marché public. Le problème, c'est que je pense que ceux qui l'ont fait, ce n'était pas par manque d'honnêteté, c'est que par manque de connaissance du secteur. La santé, c'est cher et c'est long. Donc le reward peut être très important, c'est mon expérience, mais c'est long. Et quand on nous dit le cash burn de Carmat avec une grosse usine de 50 millions l'année, c'est beaucoup, ce n'est pas vrai. Une valve très simple, pour arriver de sa conception au marquage chez eux, une valve toute seule, c'est 700 millions. On n'imagine pas. Oui, et quand on dit ça aux gens, on dit « Ah bah oui, alors Carmat n'a pas beaucoup investi ». Et c'est pour ça que Carmat est aussi lente. Parce que Carmat, idéalement, ça devait démarrer avec des capitaux privés de 200 millions, comme pour la robotique importante. Il y a plein de petites boîtes de robotique également, mais… comme Da Vinci, Auris Robotics, ils ont démarré avec 400 millions. Et là, ça aurait été différent. Donc, qu'est-ce que je dis aux actionnaires aujourd'hui? C'est que la santé, c'est cher. C'est un fait, on ne peut pas l'ignorer. On ne peut pas faire les choses à l'économie, premier point. Et il y a des aléas. Carmat en est où? Au niveau clinique, je pense que ça sera compliqué que quelqu'un puisse arriver à notre niveau d'efficacité. Aujourd'hui, même les dessins qui sont en développement, je ne vois pas comment ils pourraient nous arriver à notre niveau. La production, elle est là. Maintenant, c'est un problème de fiabilité. Et on sait ce qu'on doit faire, mais ça prend du temps. Et de l'argent. Et de l'argent. On a fait des heures de jeunesse. Moi, j'ai pris le train, il avançait très vite. J'aurais fait des choix certainement différents. Il manquait des gens qui connaissaient la santé. D'ailleurs, depuis que je suis arrivé, j'ai injecté beaucoup de gens qui viennent de la santé. Aujourd'hui, on comprend bien le problème, on y travaille et on arrivera certainement à trouver également des garde-fous qui vont nous aider à arriver au résultat escompté plus rapidement en termes de profil de sécurité, ce qui est la très bonne nouvelle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour un investisseur? Bon, alors c'est clair que je n'étais pas là, mais l'action est montée à des niveaux incroyables. On se rappelle. Et sans aucun fondamentaux, parce qu'il n'y avait même pas de sur produit. le rêve. Il n'y avait pas de produit même à l'époque. C'était le projet.
C'était le projet, je crois 18 en IPO, 175. Si je me rappelle bien, j'ai même fait, je pense, des investissements in and out, 140, 80, 140, 80. Bon, peu importe. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'après, on rentre dans le dur. Parce que bien sûr, quand on fait une IPO, on dit on aura le marquage CE, tout ça. C'est jamais arrivé. Ouais. Donc 175, 140, 80, puis on annonce un mort en plus, on arrive à 30. Moi, je suis arrivé à 28, un truc comme ça. Et puis après, on a des bonnes nouvelles, marquage CE, ça ne réagit pas trop parce qu'après, les gens, ils sont tellement fatigués qu'ils veulent quelque chose d'incroyable, donc un profit, des ventes. Et ça, c'est l'histoire de toutes les boîtes en santé. Abiomed, qui vaut maintenant des milliards que je cite toujours, ils ont été à $1 pendant 6 ans. Bien sûr, désert de la mort. Bien sûr. L'important, c'est de ça sortir. On en est où, nous? Alors, je ne peux pas donner de conseils sur l'action, bien sûr, mais comment je vois l'histoire, personnellement? Je pense que très rapidement, on va arriver à un produit qui va être fiable à un très haut niveau, ce qui va être assez pour convaincre les gens d'y aller full speed. Quand tu dis les gens d'y aller, c'est les médecins. Les médecins. Et le problème qu'on n'a pas à faire. Parce qu'en fait, tu as deux communautés. C'est un groupe de médecins. C'est ça. Tu t'adresses aux médecins et de l'autre côté, tu t'adresses aux investisseurs. Et c'est la difficulté. C'est ça tes deux communautés. Parce que si on était privé, on pourrait se focaliser sur le business et je ne passerais pas autant de temps à pitcher. Mais enfin bon, donc tout à fait. Donc je pense qu'avec la sécurité, en plus de l'efficacité, je pense que ce pan-là du travail va se faire tout seul. C'est toujours comme ça. C'est très long. Moi, j'ai été mis sous pression pendant des années chez J&J ou Abbott. Puis après, quand ça explose, tout le monde dit « Ah, t'es le plus fort, t'es le plus beau, t'es formidable. » Et avant, voilà, c'est toujours comme ça. Bon, je pense qu'on est en train d'y arriver et la fiabilité sera clé. Et j'ai des très bons espoirs d'avoir des signes positifs très, très, très bientôt. En tout cas, on y travaille. Une fois que ça s'est réglé, au niveau de l'actionnariat, alors oui, bien sûr, c'est les attentes. Aujourd'hui, en actionnaire individuel, puisque nous, les gens qui nous regardent sont des actionnaires individuels, dont certains sont actionnaires chez toi, tu as une idée du nombre d'actionnaires individuels? Ça se compte en milliers. Oui, alors je crois que si on a une des plus grosses bases, si je ne me trompe pas, c'est 19 000, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais le TPI, c'est… Ce qui est absolument énorme. Tu les sollicites quand tu fais des opérations ou... Alors, moi, je suis arrivé quand tout allait bien, quand l'économie allait bien. Je venais des États-Unis, je rêvais, je me suis dit, Carmat, c'est très porteur, c'est un super projet. J'arrive, je change la stratégie, on fait l'étude à l'étranger parce qu'il y avait beaucoup de problèmes ici. Ça se passe plutôt bien et je fais ma première opération. Bon, moi, je venais de gros groupes, donc normalement, j'allais prier le CEO pour lui donner de l'argent. Je n'allais pas chercher de l'argent sur le marché. Donc, bon, j'apprends comme tout le monde, malheureusement pour les CEO de start-up publiques. Et donc, on travaille avec les banques et on me dit, voilà, c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Une opération publique, on fait un pre-commitment de 75%, on complète avec le public, clause d'extension. Bon, première opération se passe comme lettre à la poste. Et puis après, et c'était important parce qu'il y a eu beaucoup d'opérations privées avant que j'arrive. Et c'est vrai qu'il me manquait de liquidité. Donc, je lui ai dit, pourquoi on n'ouvre pas au public? Et les temps étaient propices, donc on le fait. Après, je m'hasarde à le faire une seconde fois, mais on voit que ça devient compliqué, les marchés. Donc, on fait une opération privée. Après, je rouvre au public et une deuxième opération publique, ma troisième opération. Après, on n'a fait plus que du privé. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, c'est impossible. C'est impossible. Et c'est ce que je dis aux banques, le monde a changé. Et il va falloir qu'on change ces choses-là, d'assurer. Ce qui est important, c'est que la boîte, elle vive, qu'elle délivre et que les actionnaires aient un retour. Donc, on s'en moque des exercices de style, opération publique, 75%. J'étais avec une banque au téléphone avant d'arriver, je leur ai dit, mais arrêtez, vous êtes dans le vieux monde. Moi, j'imagine même de faire une opération un jour où je dis, OK, j'ai aucun pré-commitment. Vous aimez Carmat? Ben, vous savez quoi? Je cherche 40 millions, on va partir de zéro et on va arriver à 40, prix fixe. Et si les gens, OK, ils croient en Carmat, ils le feront. De toute façon, on ne peut pas tirer comme ça en avant. Vous regardez toutes les opérations qui ont été faites les derniers mois. C'est des bridges d'un mois à droite, à gauche. Absolument. Et aujourd'hui, il te faudrait combien d'argent pour être, je vais dire, tranquille ou pour avoir de la visibilité? On va baisser le burn d'une manière très conséquente. Aujourd'hui, on était à 50 et quelques par an, donc conséquence, ça veut dire que j'espère qu'on va arriver à 40 et quelques très rapidement. Donc, un an, c'est 40 et quelques, grosso modo. Donc, c'est mieux de passer à un an, c'est clair, ça nous donne la tranquillité. Et on a annoncé 2027 comme profitabilité. Donc, si on fait des comptes, c'est clair qu'on a levé 500 millions jusque maintenant. Donc, pour l'actionnaire,
on a passé largement la moitié du game. Maintenant, peut-être qu'il nous reste 30% du total de l'histoire de Carmat à lever. Donc, on a fait le plus gros. Donc, on est très proche. Et je sais que c'est comme quand on fait un marathon. Enfin, je n'ai jamais fait de marathon. Mais c'est pas grave, c'est ceux qui l'ont jamais fait qui en parlent le mieux. Exact. Je sais de quoi tu parles. J'écoute ceux qui l'ont fait. Et ils m'ont dit, tu sais Stéphane, c'est au 40e kilomètre, je ne sais pas pourquoi le 40e, que c'est le plus dur. C'est pas 10. Le mur. C'est le mur. Et là, c'est la même chose. Et je pense que, comme pour moi, comme pour mon équipe, j'ai perdu personne. Et c'est dur. Même quand le patient meurt, hein, pour nous, on vit avec le patient. Moi, je les connais quasiment tous. On le prend sur nous, on dit c'est une erreur. Mais comme on y croit, on dit on va apporter quelque chose de plus important pour tout le monde. Et donc, ce qui est important, c'est la résilience. Et je sais que pour un actionnaire, c'est compliqué. Combien de fois j'ai eu des discussions avec des actionnaires qui venaient j'ai mis 15 000 €, c'est beaucoup pour moi parce que je voulais acheter une voiture pour ma fille. Et bon, ça c'est la bourse. Hein, oui, en plus, bon, on le répète, hein, mais tout le monde le sait maintenant, on est dans un compartiment de valeur qui est un compartiment de valeur qui est dans lequel on ne doit pas mettre 100% de son argent. C'est quand même un compartiment de valeur sur lequel il peut y avoir des surprises. Bon, toi, c'est ce que j'ai fait. T'aurais dû me demander avant. Mais, exactement. Mais aujourd'hui, donc, enfin, les arguments que tu as donnés pour les investisseurs semblent assez forts. Aujourd'hui, ce que tu nous dis quand même, c'est que tu as une visibilité, en tout cas d'un point de vue produit, d'un point de vue technique, qui te semble favorable. Alors, ce qui est très rassurant, c'est quand on est arrivé, le produit était en développement. Ça ne se voyait pas physiquement, mais on a changé des tonnes de choses. Aujourd'hui, on connaît notre talon d'Achille. Et je dirais même mieux, on sait les 2 raisons pour lesquelles on peut avoir des défaillances potentiellement, parce qu'on ne sait pas, et on y travaille. Et en plus, on est en train de travailler sur un garde-fou avec le software pour pallier le problème hardware potentiel. Donc, aujourd'hui, on sait, et ce qu'on ne savait pas avant. Donc ça, c'est le truc le plus important. Donc je pense que le produit, on va y arriver pour qu'il soit hyper fiable. Donc à partir du moment où on arrive là… Et tu penses que quand le produit sera fiable, convaincre les médecins, ce sera plus simple? Ça sera beaucoup plus simple. Parce que ce qui est intéressant, il y a plusieurs classes de médecins. En cardiologie, il y a 3 médecins. Il y a le cardiologue, qu'on appelle cardiologue de ville, qui gère le patient au début de la maladie avec des médicaments en général. Il peut être hospitalier ou de ville. Il y a le cardio interventionnel, celui qui met les stents et les valves. Et lui, il est né il n'y a pas longtemps. Et lui, il est né avec la technologie. Et là, j'ai vu un produit qui a eu un marquage chez eux il n'y a pas longtemps, d'une très grosse société dont je vais taire le nom, dont le profil de sécurité est très inquiétant. Mais ça ne les gêne pas, parce qu'eux-mêmes, j'ai beaucoup d'amis, bien sûr, qui me disaient, je lui dis, mais j'ai vu ton post sur LinkedIn, le produit, it's not good. Il m'a dit, tu sais Stéphane, c'est le début. Il faut les soutenir. Ça va s'améliorer. Et il y a une 3e classe de médecins, c'est le chirurgien. Le chirurgien, il n'est pas né avec le dispositif. Et en plus, Carmat, c'est un peu de la magie pour eux. Parce que quand on met Carmat, il y a des ondes, il y a des courbes comme un cœur humain. Donc, il y a beaucoup de magie derrière. Et ça leur fait peur. Et je pense que, malgré le fait qu'on n'ait pas de complications cliniques, et ça, c'est magique, le fait qu'il peut y avoir une défaillance qui crée souvent qui mène à la mort, ça les gêne. Ils le vivent mal parce qu'ils ne connaissent pas trop le device, le dispositif. Absolument. Et je pense que ça va être très important. Donc, ça nous aidera à avancer beaucoup plus simplement. Donc, voilà. Stéphane, on arrive à la fin de l'interview. D'abord, merci de nous avoir parlé à cœur ouvert, on va dire. Tout à fait. Est-ce que tu peux juste t'adresser un peu à la caméra? Derrière la caméra, il y a des actionnaires existants et puis des actionnaires potentiels. Si tu devais dire en 2-3 phrases les raisons, tu les as bien développées, hein, mais en résumé, si tu voulais convaincre quelqu'un de rentrer aujourd'hui dans le capital de Carmat, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, moi je ne vais pas essayer de convaincre, je vais parler de Carmat. Après, les gens font ce qu'ils veulent, s'ils regardent à la télé ou s'ils investissent. Mais je pense que Carmat, c'est la stratégie en général. Je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux. Donc, Alain Carpentier, il y a 30 ans, il a dit il faudra un cœur artificiel, et il avait raison. Il a pensé probablement à la meilleure solution. C'est maintenant, est-ce que oui ou non, ça sera certainement le gagnant, est-ce que oui ou non Carmat va y arriver? Tout ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, je ne vais pas dire que c'est simple, ça demande beaucoup de résilience, on prend sur nous, mais on est très confiant. À partir du moment où la machine elle marche, après, bon, l'argent il est compliqué aujourd'hui, mais bon, le succès, après le succès, on y ira. Donc je pense que, ok, on est, je ne sais pas combien, 4 €. Ça ne va pas être très rapide, mais je pense que c'est un très bon projet.
Je pense qu'il ne faut jamais perdre la foi. L'histoire, c'est l'histoire. Aujourd'hui, on en est là. Je pense que les perspectives sont très prometteuses. Maintenant, peut-être que ça ne marchera pas. Et puis à chacun de décider. Et à chacun de décider. Stéphane, merci beaucoup. Je rappelle que tu es directeur général de Carmat et puis on te souhaite beaucoup de chance parce que c'est pour notre bien. Tout à fait. Merci beaucoup, Marc. À bientôt et on se retrouve pour un prochain numéro d'Attention Pépite.